Franchement, c'est pas trop mieux, c'est mauvais présent. On a déjà visité ensemble les écoles, la cantine. Nous avons visité les services municipaux, techniques, la police municipale, les services administratifs. Et donc aujourd'hui, nous visitons la maison de retraite. Un établissement qui, comme vous l'expliquera peut-être plus dans le détail Monsieur Costala, qui est géré directement par la ville au travers du centre communal d'action sociale. Donc c'est véritablement un service public de premier ordre qui a son budget indépendant au sein du centre communal d'action sociale. Au niveau du CCAS, juste un petit mot pour dire que c'est en France un organisme public qui n'est pas géré que par des élus. Il y a également des personnalités que l'on appelle qualifiées à vocation sociale. Gisèle Soulier, Hélène Grenouillon, Laurence Thomas, Madame Bouteiller, Yvette et moi-même. Et au niveau des personnalités qualifiées, nous avons Daniel Cambra, Robert Raluy, Marie Bousquet et Albert Léco. Donc, qui représentent soit le Secours Populaire, France Alzheimer, il y a différents organismes, et qui ont été choisis sur candidature pour la durée du mandat. Et nous nous réunissons quasiment, je dirais, tous les 2 mois pour gérer le centre communal d'action sociale. Je vais m'arrêter là. Le CCAS, c'est aussi le service jeunesse, c'est aussi la crèche, on l'a visité également, et c'est donc la maison de retraite. Et je salue notamment un partenaire précieux, à la fois humain et financier, c'est le Sourire des Tuileries, qui est présidé par Elisabella, qui est très dynamique et qui participe pleinement à l'action de la résidence. On ne le dit pas souvent, mais c'est très très important. L'établissement Les Jardins des Tuileries est un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc il a ouvert en 2002, la surface est de 3500 m² environ, et l'établissement dispose d'un agrément délivré par l'Agence régionale de santé, le conseil départemental de l'Hérault, pour accueillir en hébergement permanent 56 personnes âgées confrontées au vieillissement pathologique. Donc, qu'est-ce que c'est que le vieillissement pathologique? Ce sont des personnes qui ont besoin de soins médico-techniques quotidiens, qui ont besoin de soins de nursing, qui ont besoin d'un environnement sécurisé, médicalisé, pour pouvoir accomplir les actes de la vie quotidienne, et ce jusqu'à la fin de vie. Donc notre population est accueillie en 2 unités, le secteur ouvert qui comprend 46 lits, et le secteur protégé, donc on appelle le Cantou, qui est une unité qui est réservée à 10 résidents. Notre projet d'établissement s'inscrit dans la continuité des politiques publiques qui régissent le Code de l'action sociale et des familles, qui régit le fonctionnement de notre structure. Et en particulier, un point essentiel de la loi du 2 janvier 2002, qui est que notre établissement est conçu, est organisé pour prendre en compte les attentes et les besoins des personnes dans un but d'individualiser l'accompagnement. C'est la structure qui s'adapte aux besoins des personnes et non l'inverse. L'effectif du personnel aujourd'hui financé par notre tarificateur est de 42 équivalents temps plein, ce qui correspond environ à 50 agents. Tous les 5 ans, nous avons une renégociation sur la base d'un contrat d'objectifs et de moyens. Et en contrepartie, on négocie des moyens financiers qui sont fonction de ces objectifs que l'on propose, mais aussi d'une évaluation du niveau de soins requis qui est évalué par un médecin conseil de l'Agence régionale de santé. Donc dans le personnel soignant, on va trouver des médecins libéraux, des médecins coordonnateurs, médecins spécialisés qui interviennent en télémédecine, psychologues, infirmiers, aides-soignantes et ergothérapeutes. Sur le volet non soignant, sur l'effectif non soignant, on va retrouver
Donc une équipe administrative, moi et la comptable, la comptable et la personne de l'accueil, Muriel. On va trouver donc des personnes qui s'occupent de l'entretien de l'hygiène et des surfaces, des agents sociaux, des agents hôteliers, des personnes détachées à la restauration et des personnes qui sont détachées à la maintenance technique du bâtiment. Combien y a-t-il de personnes en liste d'attente? C'est quelque chose d'assez important parce que ça dénote l'attractivité de l'établissement. Aujourd'hui, on a environ 40 dossiers en attente validés et on a enregistré 96 demandes d'inscription. Aujourd'hui, nous avons certains résidents qui présentent des besoins et des attentes à l'instant où je vous parle. Et selon l'évolution des pathologies, ces évolutions de besoins peuvent générer une charge de travail beaucoup plus importante. Donc, au moment où on étudie les candidatures, on va étudier quelles sont nos capacités à répondre et est-ce que ces capacités sont en adéquation avec les attentes et les besoins notamment de soins des candidats. Donc ça va être une réévaluation qui va être périodique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va s'assurer du consentement et de la maturité du projet. Est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie? Est-ce qu'elle a été préparée? Est-ce que la famille a appréhendé les conséquences? Est-ce que la personne accepte ce projet? Et naturellement, on va privilégier les personnes issues de la commune. Parce qu'on sait que lorsque les familles sont proches géographiquement, on sait que le résident est mieux. Donc aujourd'hui, on est sur entre un tiers et la moitié environ des personnes issues de la commune. Je me permets de rajouter quelque chose parce que je le vois derrière, il est discret, mais j'ai parlé de Monsieur Ralui qui en 2002 a été l'initiateur de la maison de retraite et en tant qu'administrateur du CCAS à l'époque, Claude Rogue était présent. Comme je vous ai dit, il y avait des personnes élues et non élues et il est resté bien longtemps au conseil d'administration et il a été un artisan de la création, il représentait Présence Verte. Aujourd'hui, le budget global de l'établissement annuel est d'environ 2 400 000 €, le budget de fonctionnement. À environ 50% est pris en charge par la solidarité nationale au travers le conseil départemental et l'agence régionale de santé, nous finance à peu près. L'autre moitié est à la charge des usagers et de leurs familles. Le tarif moyen d'hébergement départemental est aux environs de 2 300 2 400 €. Nous sommes à 1 900. On lui laisse 10% de ses retraites, ce qui est dit d'argent de poche, et vient en ça le supplément de l'aide sociale avec l'obligé des enfants s'il y en a ou il n'y en a pas. Et des petits-enfants, enfants et petits-enfants. Et celui qui n'a vraiment rien, comment... Eh bien, le département prend tout en charge en déduisant les 90% de ses retraites. Je tiens à le dire, l'argent des impôts ne rentre pas dans la gestion de l'établissement. C'est quelque chose qui se gère avec les apports des résidents, les apports des aides publiques. Bien sûr, la ville, au travers du CCAS, a fait un emprunt il y a 15 ans pour pouvoir le financer, mais c'est quelque chose qui se gère en interne avec, et ça je pense que vous l'avez compris, mais une réelle volonté de garder la structure dans le milieu public. Lorsque la maison de retraite a été créée, la volonté de la municipalité à l'époque, c'était de créer une cuisine centrale qui ne sert pas, qui n'est pas utilisée que pour la maison de retraite. Bien sûr, ici, ça fonctionne 365 jours par an, matin, midi et soir. Par contre, nous faisons également les repas des écoles, que nous avons aussi le portage, 45 personnes. Le repas pour nous est un sujet de travail très important. Il y a un gros travail qui est fait en coulisses avec Madame Thomas sur la préparation des menus au travers des commissions mensuelles qui sont réalisées en présence de personnel donc de la Société de Languedoc Restauration, une diététicienne, mais aussi des représentants des résidents. Nous font état de leur satisfaction, insatisfaction, et qui apportent des propositions d'amélioration que nous essayons de prendre en compte dans l'élaboration et la présentation des repas. Donc c'est ça la démarche qualité. Et donc aujourd'hui, le niveau de satisfaction que nous avons des résidents et des familles est très élevé. Et je remercie le personnel
pour son application. Et bien sûr, Madame Thomas, Madame Cambra et la société Languedoc Restauration qui y participent. On va chercher à ne pas avoir une préparation unique pour tout le monde, à proposer aux résidents qui le peuvent de choisir leur plat. Et en plus, on va intégrer la question de la répartition des résidents dans la salle en fonction des personnels disponibles, parce que certains résidents ont besoin d'une aide, de la présence d'un soignant tout au long de la prise alimentaire, d'autres résidents seront autonomes, mais en même temps, des résidents ne vont pas forcément s'entendre entre eux, donc il va falloir gérer les placements, plus le personnel, les régimes, les préférences, ceux qui n'aiment pas ci, ceux qui n'aiment pas là. Donc c'est un énorme travail. Ah, mais c'est notre cœur de métier, l'individualisation, c'est-à-dire prendre en compte la spécificité de chaque personne et de coller parfaitement à ses attentes. Quel est le coût par rapport au prix journée de 59 €? C'est 15 €, sachant que ici, au petit déjeuner, on va servir du jus de fruits 100% pur jus. Il va y avoir des produits que de marque. On va avoir des repas avec essentiellement de la viande label rouge ou origine française, ça a été une de mes exigences. Des produits régionaux ou locaux. On va servir selon les jours de 10, 15, parfois 20 plateaux en chambre, parce que les résidents ne peuvent pas descendre. Oui, il y a toujours 2 agents la nuit. Et la nuit, nous proposons même des collations alimentaires par rapport à certains résidents qui ont des périodes de... Donc là, lorsqu'il fait chaud, on va mettre en place des hydratations beaucoup plus nombreuses. Est-ce que votre confiance dans les produits cuisinés que l'on vous propose peut aller jusqu'à ne pas toujours vérifier ce qui arrive? Personnellement, le personnel de la maison de retraite n'a pas autorisation à rentrer dans la cuisine centrale puisque c'est une zone qui est réservée voilà, pour des questions d'hygiène et de sécurité. Nous pouvons et nous procédons périodiquement à des contrôles sur facture de la provenance des produits pour vérifier que ça correspond bien au cahier des charges qui a été négocié et contractualisé avec la société de restauration. Le personnel et moi le premier mangeons ce que le résident mange. Et donc nous avons quotidiennement entre 10 et 15 personnes du personnel, dont moi, qui mangeons le plat du jour du résident et qui pouvons évaluer et participer à l'évaluation de la qualité des produits. À la différence des résidents, qui pour certains ne s'expriment pas ou plus, ben, le personnel, lui, manifeste son enthousiasme. Après, le cahier des charges ne peut pas interdire les produits surgelés pour la bonne et simple raison qu'une institution comme la nôtre doit avoir en permanence ce qu'on appelle un stock un stock tampon en cas d'inconvenu, j'imagine, d'inondation des routes, les voies d'accès sont inaccessibles. L'établissement doit pouvoir être autonome au minimum 48 heures. Parce que c'est bien joli d'avoir 90 personnes en liste d'attente. Est-ce qu'il est envisagé vraiment d'augmenter la capacité? Mais il faut savoir que si toutefois on avait l'intention, nous élus, d'agrandir la maison de retraite, ça ne se passe pas comme ça. Hein, au niveau départemental, il y a un plan gérontologique et on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce que nous décidons, nous, d'agrandir comme ça qu'on va nous accepter. Il y a des financements qui sont faits par les tutelles, donc que ce soit le conseil départemental ou l'ARS, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors concernant la liste, pourquoi elle est si grande? On s'aperçoit que l'établissement, donc notre établissement géré par le CCAS, il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on est de plus en plus réputé, on a une très très bonne réputation. Les choses ont bien évolué. Maintenant, les agences régionales de santé n'ont plus les moyens qu'elles avaient auparavant et elles souhaitent donc maîtriser les autorisations et les agréments. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que sur le bassin de Biterrois, l'agence régionale de santé n'a pas prévu de financement de création de lits dans les 5 années qui viennent. Donc quand bien même aujourd'hui on aurait les capacités financières d'investir pour s'agrandir, l'absence d'accord des agences régionales de santé nous priverait
des moyens de fonctionnement, c'est-à-dire les fonds dont nous avons besoin pour payer les agents. Donc avoir des lits sans avoir les personnels, ce qui serait une catastrophe. Alors, on participe, nous, à un diagnostic de territoire. On fait remonter, nous, les manques qu'on pourrait avoir. Et ils acceptent des services un peu spéciaux, tels qu'un UHR, un PASA, enfin des services un peu... Et là, il y aura la possibilité peut-être de créer dans des établissements des services bien adaptés pour accompagner la personne qui a des troubles d'Alzheimer ou autres. 70 à 80% des raisons d'entrée en institution comme la nôtre, c'est une dépendance cognitive ou psychologique, c'est-à-dire une maladie neurodégénérative qui altère les facultés cognitives de la personne et qui ne lui permettent plus d'aller ailleurs que le particularisme de l'unité protégée, c'est que la personne est confrontée à une maladie neurodégénérative, mais présente des problèmes de comportement qui altèrent soit sa sécurité, soit la sécurité des personnes avec qui elle est. Et elle est de surcroît, elle est mobile, elle peut se déplacer et de par sa pathologie, elle peut être confrontée à un risque d'errance. L'unité protégée est un cadre plus contenant qui permet à la personne de mieux s'orienter dans l'espace parce que ces personnes sont confrontées souvent à des démences qu'on appelle sévères. Et en fait, les grands volumes, les grands ensembles ont tendance à les stresser parce qu'elles n'arrivent pas à se retrouver, à prendre de repères. Les personnes qui ont des problèmes de comportement, nous en avons aussi en secteur ouvert, mais il n'y a pas de risque pour leur sécurité, elles ne sont peut-être pas forcément mobiles. Il faut savoir que cette année, nous avons fait 300 000 € d'investissement. On a un investissement qui est visible, c'est une extension des parties communes pour permettre notamment aux résidents de l'unité protégée de pouvoir avoir une meilleure liberté d'aller et venir. Le projet d'animation prévoit, et je remercie le Sourire des Tuileries, que chaque mois nous faisons appel à des minibus équipés pour les personnes âgées en fauteuil roulant pour qu'ils puissent sortir le cinéma, comme les jardins d'Adrien. Le cirque, à Béziers. Voilà, donc on va avoir accès. Donc, dans le domaine culturel, nous avons aussi constitué une bibliothèque par récupération de livres qui nous ont été donnés. Nous avons investi dans une box TV Orange pour tous les dimanches diffuser des films à la demande aux résidents. Nous avons régulièrement des chanteurs, des interprètes qui viennent faire des concerts. Je rajouterais aussi que sur le plan départemental, il y a une action qui est mise en place sur appel d'offres avec Culture en arc-en-ciel, ça s'appelle. C'est le département qui finance justement pour amener la culture au sein des établissements. Et on ouvre ces moments parce que les personnes de la commune qui sont ciblées, qui sont seules à domicile, peuvent venir aussi participer à ces moments de culture au sein des établissements. Et comme certains ne peuvent peut-être pas s'exprimer correctement, est-ce qu'il y a un cahier de doléances? Il y a plusieurs pôles de référence dans l'établissement. La particularité de notre projet d'animation et d'activité ici, c'est d'une part de travailler de concert avec une association bénévole sur des projets, notamment sur les lotos, sur les spectacles, sur les sorties. Mais c'est aussi d'impliquer le personnel soignant dans la réalisation des activités personnalisées. C'est un soin. L'activité doit permettre à la personne de ressentir des émotions positives et de ressentir un bien-être, d'avoir aussi un pouvoir de décision puisqu'on va lui proposer des choix adaptés et donc d'avoir une identité. Mais ça peut être aussi une activité d'une balnéothérapie, d'un soin du corps, un soin du visage, un soin des mains, qui va être mis en œuvre par des soignants, mais dans le cadre d'un projet d'animation avec une animatrice. En fait, il y a une traçabilité qui est faite de tous les actes. Vous verrez des codes barres un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut analyser ce qui a été fait, s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des réussites, et de réactualiser notre projet d'animation pour la semaine à venir en fonction de l'analyse des résultats que nous avons obtenus. Alors, nous avons donc des référents qui vont de facto être désignés pour travailler, analyser ces données et faire des propositions.
70 à 80% des raisons d'entrée en institution comme la nôtre, c'est une dépendance cognitive ou psychologique. L'unité protégée est un cadre plus contenant qui permet à la personne de mieux s'orienter dans l'espace parce que ces personnes sont confrontées souvent à des démences qu'on appelle sévères et en fait les grands volumes, ça les oppresse, ça accroît l'anxiété et ça génère des problèmes de comportement qui peuvent altérer leur sécurité ou celle des autres résidents autour. On a un investissement qui est visible, c'est une extension des parties communes pour permettre notamment aux résidents de l'unité protégée de pouvoir avoir une meilleure liberté d'aller et venir, d'être moins confinés, etc. Donc, on a voulu un peu... Les vieux de salle en revenus ou quoi? Cet investissement est à la charge des résidents et il fallait veiller que le prix de journée n'augmente pas de façon trop importante. Ce sont uniquement des parties communes supplémentaires. Ça a été d'autant plus difficile à négocier avec le financeur puisque les parties communes augmentent les charges fixes de la structure sans augmenter ses recettes. Donc là, il y aura des banquets, ça va être un lieu de vie, une activité. Il y aura une petite terrasse et de l'autre côté, un chemin de déambulation. Donc dans chaque chambre, les lits sont médicalisés. Ce sont des lits qui ont été rachetés en 2014. Le mobilier qui est fourni, le placard, le chevet de chambre. La salle de bain qui est aux normes spécifiques, des normes particulières. Tous les matins à 11h, vous avez une réunion générale de toute l'équipe soignante. Donc c'est le lieu de transmission. C'est ici qu'on assure la continuité de l'information. Donc l'ensemble du dispositif de communication interne est informatisé. Depuis la chambre, tous les soins sont tracés sur des petites appettes, des lecteurs de code barre. Et après, les codes barres sont retranscrits dans notre logiciel. Toutes les informations sont brassées et revues en équipe ici. Et toutes les décisions vont être prises ici en équipe. Une vingtaine de pages de transmission écrites par jour pour le suivi des plans de soins. Et donc notre métier, notre rôle aujourd'hui, c'est de savoir gérer cette information, trier l'information, aller à l'essentiel et élaborer des dossiers de soins, mettre en œuvre les actions qui ont été élaborées en équipe. C'est un travail très important qui est encadré par des infirmières qui assurent un rôle managérial, un rôle de supervision et de vérification de la continuité et de la véracité des informations qui sont transmises. Une prescription médicale est saisie par exemple par le médecin sur l'ordinateur et nous allons transmettre ces données à la pharmacie et la pharmacie, je dirais c'est un lien informatique entre le médecin et la pharmacienne qui elle-même va préparer le pilulier. Et donc vous avez les médicaments qui sont dans des... et donc ce sont des choses qui se détachent, vous voyez, ça se détache, ce sont des doses où on retrouve le nom, le contenu des médicaments, etc. Et ça permet de faire une traçabilité. Mais on a aussi la communication externe, en particulier avec des médecins qui sont des médecins spécialistes, qui peuvent délivrer des avis médicaux à distance, sur la base des dossiers de soins que nous leur transmettons. Donc c'est ce que nous appelons la télémédecine. Et là, à ce titre-là, je voudrais remercier Abadrim qui nous a accompagnés dans l'investissement notamment de ce téléviseur, puisque nous faisons des visioconférences avec des médecins qui peuvent participer aux réunions en étant à Montpellier ou à Agde. Mais notre médecin coordonnateur ne se substitue en rien au médecin traitant, qui reste le médecin du résident qui est chez lui. Donc nous avons lancé la chose, donc une société est en train de voir quelles sont les sociétés spécialisées du coin qui pourraient mettre leur publicité et le bus est offert. Donc à charge pour la ville de pouvoir le faire tourner